Yorana, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Dans l'actualité du jour, des chauffeurs de bus scolaires alcoolisés jusqu'à plus de 0,50 mg par air expiré pour l'un d'entre eux. C'est ce qu'ont découvert les gendarmes de Bora Bora lors d'un contrôle inopiné à 6h25 du matin. C'était mercredi. 300 personnes seraient sans domicile fixe à Papeete, 6 sont décédés cette année. Ce phénomène est donc urgent à traiter. La solution trouvée est de mettre en place un nouveau centre de jour, mais qui ne fait pas l'unanimité. Des moustiques mâles stériles et des femelles porteuses de bactéries. L'Institut Louis Malardé en produit des millions par semaine. On vous explique pourquoi ce soir. Et puis une compétition internationale de bodybuilding se tient à Tahiti demain. Sont rassemblés des athlètes locaux mais aussi internationaux à Aroué. Jerry Young nous donnera les enjeux de cette compétition en direct dans ce journal. Elle s'appelle Maika Hewea et elle est un livre ambulant. Cette artiste de 71 ans a en mémoire toutes les histoires de Mahina. Je vous invite à rester avec nous pour en connaître quelques-unes. 0,57 mg d'alcool par air expiré pour la sœur, 0,22 mg pour le frère. Ils sont chauffeurs de bus scolaires et ont été contrôlés positifs à un test d'alcoolémie à 6h25 du matin. C'était mercredi à Bora Bora. Les détails avec Alain Petit sur des images signées Rouhani Piivaï. Ce matin encore, la brigade de gendarmerie et la police municipale étaient en faction près du collège de Bora Bora. Par cette présence appuyée, ils ont mercredi matin contrôlé positifs à des tests d'alcoolémie 2 chauffeurs de bus alors qu'ils transportaient encore des élèves. Pour les parents, c'est la consternation. Je suis en colère, j'aimerais pas savoir qu'il y a peut-être d'autres bus qui conduisent en état d'ivresse, d'autres conducteurs qui conduisent en état d'ivresse. Déjà, ça se fait pas. Les enfants, ils vont à l'école et s'ils vont à l'école dans un bus, c'est censé être en sécurité. Donc, je suis pas tranquille et j'espère que ça va leur servir de leçon. Pour les autres chauffeurs, c'est l'image de la profession qui est ternie. La sécurité des élèves est avant tout une priorité. C'est primordial pour moi, c'est important. Moi, c'est ni de tête, pas de main dehors, assis tout le monde. C'est très important. Pour les autres chauffeurs, il faudra faire attention. Bon, c'est boire ou conduire, mais pas les deux ensemble. Là, on met la vie en danger des enfants. Les autorités ne relâcheront pas la pression. D'autres transporteurs travaillant pour d'autres établissements scolaires sont sous surveillance. Objectif affiché, faire baisser l'insécurité routière. Ils ont été jugés hier en état de récidive. La conductrice a écopé de 6 mois de prison. L'homme de 10 mois avec sursis. Leurs permis de conduire ont été annulés avec interdiction de le passer dans un délai de 2 ans. Au plan social, Édouard Fritsch l'avait annoncé dans son discours lors de l'ouverture de la session budgétaire. Un nouveau centre d'accueil pour les personnes en errance à Papeete verra le jour. Mais cette annonce a créé un malaise. Les associations n'auraient pas été consultées. Nous avons appris en lisant le discours d'Édouard Fritsch les futurs projets portés par Tetorea, explique Yasmina Tairia, la présidente de l'association polynésienne de prévention spécialisée. Ce sont pourtant elles qui œuvrent chaque jour auprès de ces sans domicile fixe. Inacio Raveino, Patita Savia. C'est au premier étage de ce bâtiment que l'association Tetorea va installer ses locaux et son centre d'accueil pour son domicile fixe. Mais le pays ne l'entendait pas de cette oreille. Celui-ci a prévu de rebâtir à Vaininhoré. L'idée est de résoudre en même temps le problème de l'insalubrité des logements de ce quartier de Papeete. Il n'y a pas d'évolution. Ce sont en fait des projets qui ont été pensés, mais on n'a surtout pas été consultés au préalable. Donc voilà, on a voulu aussi répondre que, en fait, là, on est installé dans des locaux dans lesquels on souhaiterait justement déplacer le centre de jour. C'est lors de son discours à l'ouverture de la session budgétaire le mois dernier qu'Édouard Fritsch a annoncé ces mesures. Nous allons procéder à la reconstruction du centre de jour qui accueille actuellement les associations Tevaïete et Tetorea sur le terrain mis à disposition donc par la commune de Vaininhoré. Terrain qui jouxte la caserne des pompiers. Cette opération se doublera d'une résorption de l'habitat insalubre du quartier. Résultat, les résidents de ce même quartier auront à côtoyer les sans domicile fixe. Tetorea prône plutôt un bâtiment à part pour une meilleure prise en charge. Ici, il est prévu qu'on y aménage l'activité buanderie. En fait, ça consiste à y mettre des machines à laver,
d'une part, et des séchoirs d'autre part. Et au fait, ça permet justement à réapprendre aux personnes qui vivent à la rue à entretenir leurs vêtements, à s'habiller, parce qu'au fait, ça maximise les chances au fait pour obtenir un emploi. C'est pas de l'assistanat, leur donner la dignité pour qu'ils soient hommes se tenant debout devant tout. Une considération qui se perd avec le nombre d'années passées à errer dans les rues de la capitale. Selon les associations, il serait plus de 300 dans ce cas-là. Plus de crise à la direction de la solidarité et de la famille, du moins, c'est ce que l'on pourrait croire après cette phrase prononcée par la ministre de tutelle Isabelle Sachet à l'issue de sa rencontre avec les agents cet après-midi. Ce soir, je suis très heureuse, je vais passer un excellent week-end, a-t-elle déclaré. Si certains employés se disent un peu rassurés ce soir, les représentants du personnel ne sont toujours pas convaincus. Thierry Stamfleur et Nicolas Suir. C'est une famille qui a besoin de se parler. Ces propos de la ministre avant la réunion pouvaient surprendre au vu des tensions de ces derniers jours. Convoquée il y a 72 heures, cette réunion obligatoire pour tout le personnel visait, je cite le texte, à échanger sur les dernières actualités. Notamment la révocation de la directrice, sanction très mal prise par le personnel, dont les 2 tiers ont signé une pétition contestant fermement cette décision. Hors surprise, les employés qui dénonçaient surtout une vraie surcharge de travail semblaient pour certains un peu soulagés après la réunion. Je trouve qu'on a pu facilement échanger, donc c'est ça. D'où les applaudissements parce qu'il y avait beaucoup de choses importantes qui ont été... Voilà. Et donc on espère que ça va s'améliorer encore plus. C'est une bonne réunion. Vous êtes plutôt contente? Ça va, oui, voilà, on a été entendu, maintenant on va voir la suite. Alors qu'y croire sur les conclusions à tirer à l'issue de cette assemblée hors norme, la ministre, visiblement soulagée. Ce soir, je suis très heureuse, je vais passer un excellent week-end. J'ai réussi à avoir la relation, à poser le lien humain avec tout ce personnel. Il y a des demandes, mais comme je leur ai dit, je ne peux pas tout promettre. J'ai déjà fait beaucoup depuis que je suis arrivée. Ou les représentants du personnel beaucoup plus circonspects. On nous a annoncé des promesses qui ne sont pas sûres d'être tenues. Voilà, on va rectifier le tir. C'est du genre, oui, on va faire ce qu'on peut, on vous a compris. Donc nous avons le discours « je vous ai compris » qu'on a connu dans certaines époques. Chargés de mettre en pratique des promesses politiques face à des populations en forte demande d'aide, les travailleurs sociaux sont confrontés à de réelles difficultés qui ont éclaté au grand jour à l'occasion de cette crise. Au chapitre santé à présent, c'est une préoccupation journalière pour les autorités sanitaires. Comment lutter efficacement contre la dengue? La solution n'est pas encore trouvée puisque l'on recense 1058 cas depuis le mois d'avril et la maladie ne cesse de se répandre. Une chose est sûre, pour empêcher le moustique de nuire, il faut éviter sa propagation. Et pour cela, l'Institut Louis Malardé se dote de nouvelles machines pour produire 5 à 6 millions de moustiques par semaine, mais pas n'importe lesquels, des mâles stériles et des femelles porteuses de bactéries. On vous explique tout dans ce sujet réalisé par Brigitte Olivier et Jérôme. Hervé Bossin a une obsession, les moustiques, et plus particulièrement l'Aedes aegypti et l'Aedes polynesiensis, qui transmettent la dengue, le chikungunya, le zika et la filariose. Depuis des années, il expérimente le lâcher de moustiques mâles stérilisant, qui a très bien fonctionné à Tetiaroa, et le lâcher de femelles porteuses d'une bactérie, la Wolbachia, qui bloque la propagation des virus et des parasites. Mais pour être efficace, il faut déjà dresser une cartographie précise des zones où les moustiques sont les plus nombreux en posant des pièges. Le pays souhaite investir donc dans cette nouvelle technologie et déployer à plus grande échelle. Donc pour ça, il faut que l'on sache exactement la répartition des moustiques, des différentes espèces dans les îles, et avoir une estimation aussi de la quantité de ces moustiques et de leur variation au cours du temps. Un grand centre de production de moustiques modifiés est en construction. Il permettra en 2021 de produire ici à Paia 5 à 6 millions de moustiques par semaine qui, une fois relâchés dans la nature, se substitueront aux moustiques dangereux pour notre santé. Sur une approche, je dirais, de 5 à 10 ans, et on devrait pouvoir prévenir le risque de transmission de ces maladies et de toute épidémie dans le futur. Selon les îles et leur densité de population, différentes stratégies seront utilisées, les mâles stérilisants ou les femelles Wolbachia. D'ailleurs, une première colonie de Wolbachia en provenance du Royaume-Uni arrive bientôt à Tahiti et sera relâchée d'ici 6 mois. Les études qui suivront permettront d'affiner le processus de substitution.
Cela peut paraître lent, surtout que l'Institut Louis Mallardet est à la pointe des recherches, mais en matière de modification des espèces, il vaut mieux prendre son temps. Une fois les agréments obtenus pour l'importation de ces souches, il faut procéder à une vérification de la qualité, de la stabilité de ces souches, avant de passer à des études pilotes. La direction de la santé et le centre d'hygiène et de salubrité publique sont très impliqués dans ces recherches. 2 secteurs sont en jeu, la protection des populations et le développement du tourisme. Et notre ennemi public numéro 1 ne manquera pas à la marche du monde. Souvent, ces insectes qui sont vecteurs de maladies, ces moustiques qui posent problème en Polynésie française, en fait, sont introduits. Ce sont des espèces envahissantes et donc qui n'ont en quelque sorte rien à faire dans cet environnement tropical du Pacifique. Et donc s'en débarrasser, c'est vraiment rendre service à l'écosystème en fait. Le moustique tue environ 1 million de personnes sur Terre chaque année. Il aurait déjà éliminé depuis le début de leur histoire la moitié des êtres humains. Un grand prédateur qui ne vit que 3 semaines, mais fait de gros dégâts. On prend le large du côté de Teahupo'o. Le rahui reprendra-t-il sa place au sein de la société? Tombé en désuétude au cours des siècles passés, la pratique devient aujourd'hui essentielle pour l'environnement. La surpêche provoquant les mêmes dégâts en Polynésie que partout ailleurs dans le monde. À Tahiti, elle a été mise en place en 2014 et c'est un succès qui séduit aujourd'hui les élus de Taputapuatea. Le reportage d'Ambroise Colombani. Il est révolu le temps où l'on pouvait circuler et pêcher librement par ici, car cette zone de 768 hectares, qui représente 5% du lagon de Teahupo'o, a été interdite à la pêche depuis juin 2014 par la mise en place d'un rahui. 5 ans que les pêcheurs et le conseil municipal se battent pour le respect de cette zone, et même sans aucune subvention. C'est un succès aujourd'hui, le poisson est revenu et ce qui est agréable, c'est quand les pêcheurs ils plongent à l'intérieur, ils deviennent fous parce qu'à l'extérieur il n'y a pas. Et maintenant dans cette zone-là, le poisson est revenu à des tailles énormes maintenant. Ils sont venus de loin pour constater par eux-mêmes le résultat de 5 années d'interdiction de pêche. Objectif, convaincre ces élus et surtout ces pêcheurs de Taputapuatea de la nécessité et des bienfaits de la mise en place d'un rahui chez eux à Raiatea. Une opération qui visiblement a bien fonctionné. On en a vu énormément. Des maïtos, j'ai vu des parapéouis aussi. Et ils sont bien gros en plus. C'est carrément poissonneux. Hein? C'est comme si on voyait à l'image quand on montrait à la télé côté Tuamotu. Mais là, c'est carrément beau de voir les couleurs. Ah ouais, hein? C'est bien joli quand tu plonges par en bas. Il y a de la couleur. Hein? Les poissons sont pas sauvages. Les mouets, parapéouis, maraoninemu. Qu'est-ce que tu penses? À Raiatea, on voit les poissons comme ça aussi? Pas partout, pas partout. Est-ce que tu penses que s'il y a du poisson aujourd'hui, c'est grâce au rahui? Par exemple ici, oui. Ouais, grâce au rahui. Ouais. Si le rahui favorise la reproduction des espèces de poissons, il permet aussi de mieux se préparer face au changement climatique qui impacte forcément la vie dans nos lagons. Aujourd'hui, de nombreuses communes s'inquiètent et n'hésitent pas à installer des zones de rahui où la pêche est réglementée, voire interdite. C'est vrai que de nos jours, je pense, enfin chez moi il y en a encore, hein. Je pense dans certaines zones, les tailles sont plus restreintes et là, c'est rare maintenant de nos jours. Moi j'étais content parce qu'il y a un parmi ces pêcheurs, il est un peu réticent, oui on ne peut pas, parce que c'est normal, c'est la ressource. Et donc avec ça, il disait, si on pouvait mettre ça en place, dans ma tête, c'est déjà un premier pas. Didier, pêcheur depuis l'âge de 4 ans avec son grand-père, ne s'attendait pas à ce résultat, lui qui était contre le projet de rahui il y a 5 ans. Je n'ai pas cru le poisson est comme ça, hein, parce que avec le grand-père, je pêchais en 1970, je n'ai pas encore vu autant de poissons. Là. Donc finalement le rahui, c'était une bonne chose. Ah oui. Mais un lagon protégé attire également les touristes et même la population. D'où la nécessité d'une bonne et rigoureuse gestion de cet espace maritime. Un clin d'œil aussi ce soir à l'association Amazon Pacifique. En ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer, elle organise sa première exposition d'art caritative, Un autre regard sur la maladie, à partir de lundi jusqu'au 12 octobre à la Maison de la Culture. L'objectif étant de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Anne Haïti Perrault, la présidente, répond à Marcel Bonneau. Le thème est offrir un autre regard sur la maladie parce qu'on veut vraiment donner un autre regard sur cancer et féminité. L'association Amazon Pacifique a pour vocation d'aider les femmes qui sont atteintes ou qui ont été atteintes d'un cancer.
Au chapitre sportif, à présent, qui réussira à séduire le jury avec leur corps bien sculpté? Réponse demain à Aroué. Un concours international de bodybuilding et de fitness a lieu à Tahiti, dans lequel participent une trentaine d'athlètes. Ils se sont pesés cet après-midi pour connaître leur catégorie. Sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Jerry Young, le représentant de la discipline au Fénois. Jerry, Yorana, dites-nous d'abord si la discipline connaît du succès ou si le nombre d'athlètes locaux a diminué, quand on sait que la moitié des participants vient du Pacifique Sud notamment. Bonsoir bien sûr aux éditeurs de Polynésie Première. Non, pour répondre à votre question, non, la discipline est toujours en vogue, bien sûr, malgré bien sûr plusieurs compétitions qui sortent dans l'année. On peut dire que la nôtre fonctionne très bien. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup d'athlètes locaux alors dans cette compétition? Si, nous avons 20 athlètes locaux contre bien sûr les vingtaines qui viennent des îles du Pacifique Sud. Pour la simple raison, peut-être que le niveau, ils ont vu que c'est beaucoup plus élevé et ils se sont peut-être abstenus. Les athlètes internationaux ont un niveau plus élevé par rapport aux culturistes du Fénois? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont des compétitions, on va dire, tout au long de l'année. Et pour aguerrir justement cette prouesse dans cette compétition, d'où mon intérêt aussi de faire des compétitions aussi en longueur d'année pour que nos athlètes soient un peu plus aguerris à ce genre de discipline. Alors la compétition se déroule demain, quel sera l'enjeu? Alors l'enjeu, bien sûr, il y a 3-4 professionnels à avoir. Donc les gagnants de chaque catégorie, des bikinis, du men's physique et du bodybuilding, se verront décerner la carte professionnelle IFBB Elite Pro. Suite donc à cela aussi, ils gagneront aussi un prize money d'une valeur de $500 US pour les gagnants de la 4 Pro. Et puis il participera au championnat du monde en Arabie Saoudite, notamment. Ça servirait alors bien sûr un peu un test pour chacune des nations présentes. Les meilleurs athlètes qui seront primés vraisemblablement feront les championnats du monde qui auront lieu en Arabie Saoudite. Merci beaucoup Jerry Young d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Je rappelle que la compétition se déroule donc demain et puis un résumé vous sera proposé dans notre page sportive. Et puis ne manquez pas ce soir ce match de rugby. L'Angleterre affronte l'Argentine à 21h25. On poursuit avec de la musique. Ils sont 8 candidats à prétendre le titre de meilleur guitariste du Fénois. Son nom sera dévoilé demain lors de la finale du Tahiti Festival Guitare. Mais avant, les prétendants ont pu s'aérer un peu l'esprit et échanger avec des professionnels. Le groupe de blues rock Rosedale et le chanteur Kali. Ils arrivent tout droit de Métropole pour faire résonner leur musique à Aroué. Bruno Kalichuri, surnommé Kali, répond à Marcel Bonou. Ça sera beaucoup de piano-voix, beaucoup, et puis on va chanter mes chansons. Mais je suis en train de préparer mon 9e album, donc beaucoup de chansons, on va choisir, on va piocher, beaucoup d'improvisation. On verra bien ce qui se passe avec le pianiste qui est avec moi, qui est un jeune de 23 ans, on va voir ce qui se passe par rapport au public, par rapport au sourire, par rapport à ce qu'on nous renvoie. Eh bien, on va donner à ce moment-là, voilà, on va proposer des choses. Mais ça sera notre répertoire. Ouais. Et on réserve beaucoup de surprises et on a envie de vous serrer très fort et pour vous dire combien on est vraiment, vraiment ravis et très touchés d'être à Tahiti. Un concert a donc lieu ce soir au Tahiti Pearl Beach Resort, juste après la demi-finale du Tahiti Festival Guitare et demain soir. On termine ce journal avec notre rubrique qui met en valeur un Polynésien. Ce soir, il s'agit de Maika Hewea. S'il est une personne qui connaît bien Mahina, c'est elle. Artiste et chanteuse de 71 ans, elle est un puits de connaissances sur les légendes de la commune. Caroline Fari et Mirko Vonfo l'ont rencontrée pour nous. Mahina, c'est le nombril de Tahiti, des Pito Tahiti, c'est nous. Et ça, tout cet espace qui va jusqu'à la plage, elle s'appelle Niupa. Tahua Niupa, c'est la place Niupa, où est posé ce phare. Et de l'autre bout, il y a la pointe Te Paurua. Qui
veut connaître Mahina se doit de rencontrer Maïka. Artiste incontournable et mémoire vivante, Maïka connaît ses légendes sur le bout des doigts, comme celle de la baie de Matavai, inondée par les larmes de la princesse Tehoho. Ce jour-là, Tehoho, elle est tombée amoureuse. Malheureusement, lui, il a dit non. La différence entre nous deux, c'est que toi, tu ne vois que l'amour physique, mais moi, je vois l'amour du cœur. Et il est parti. Il paraît qu'il a terminé sa course vers les îles Hawaï. On n'a plus jamais parlé d'elle, de lui. Mais elle est restée. Et c'est elle, avec ses larmes, quand elle a vu ce jeune homme, ce beau jeune homme partir, ses larmes ont formé la baie de Matavai. La Pointe Vénus est son célèbre phare, lieu de débarquement de nombreux explorateurs comme Bougainville et Wallis, et vestige de l'évolution de l'histoire du Pacifique. Ce ne sont pas des Tahitiens qui ont construit ce phare, ce sont des Mangaréviens. Ça, il faudra les féliciter, ces ancêtres, qui ont construit ce phare. Et le nom qui a été donné à ce phare, donc on a pris le nom de l'étoile Vénus, Paina Venuti. Élevée au rang de chevalier dans l'ordre de Tahiti Nui en 2017, Maïka, 71 ans aujourd'hui, se souvient de l'époque où elle organisait les Heiva de Mahina. Il fallait donner des thèmes chaque année aux Heiva. Et on est retourné à la source. Et c'est comme ça que je suis retourné dans ma légende de Mahina. Et je voudrais remercier de tout cœur la regrettée Madame Betty Taptoirei qui m'a aidé à avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est elle qui m'a laissé ça. Maïka et Mahina, c'est une histoire de cœur et un savoir qu'elle n'hésite pas à partager. Une belle histoire à mémoriser. C'est la fin de cette édition. Voici la principale information du jour. Ils transportaient des élèves alors qu'ils étaient alcoolisés. 0,57 mg d'alcool par air expiré pour l'un, 0,22 pour l'autre. 2 chauffeurs de bus, frères et sœurs, ont été contrôlés positifs par les gendarmes. Mercredi matin à 6h25, en état de récidive, ils ont été condamnés pour elle à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. L'homme a écopé de 10 mois avec sursis. Leur permis de conduire ont été annulés avec interdiction de le passer dans un délai de 2 ans. Merci d'avoir été au rendez-vous. Demain matin, Tita Wadoum et Gilles Tautou vous présentent vos informations radio dès 6h. Voici un petit aperçu de votre émission Weipehe animée par Émiré et Mickey que vous retrouverez juste après ce journal. Portez-vous bien, bon week-end et à demain. En replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.